Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, nous serons en compagnie d'Antoine Nourdine, membre de l'association religieuse Moultakanour. Bonsoir. Bonsoir. Larguez-vous, on va aborder les jours à venir en parlant du Ramadan qui approche. Un Ramadan qui est attendu comme un mois saint, un mois également où l'apaisement est de mise. On verra avec le contexte actuel à Mayotte ce qu'il en est exactement. On en parle tout à l'heure avec vous, Antoine. Avec nous également sur le plateau, Shakila Issouf. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Avec vous, on ira du côté de la place de la République où vous avez passé la nuit, très exactement, pour connaître un petit peu le quotidien de ces personnes qui vivent depuis plusieurs jours, 2 semaines notamment depuis le début. On verra ce qu'il en est ressorti, ce que vous avez vécu plus en détail dans ce journal, Shakila. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 26 mai. Cela fait bientôt 2 semaines qu'une dizaine de familles occupent la place de la République. Et alors que les rangs pourraient grossir dans les jours à venir, nous avons passé une nuit en immersion sur la place. De quoi constater les conditions de vie actuelles sur un lieu devenu camp de fortune. Le mois de Ramadan approche à grands pas. Mais comment faut-il aborder le jeûne qui approche d'un point de vue diététique? Faut-il changer ses habitudes alimentaires, ses horaires ou encore manger moins? Réponse en compagnie d'une professionnelle de santé. Et ce matin avait lieu un carnaval au sein de l'école élémentaire de Doujani 2. Une manifestation très appréciée et qui permet aux petits comme aux grands de partager un moment festif, joyeux et pédagogique. Reportage à la fin de cette édition. Voilà maintenant 12 nuits que les familles expulsées dorment sur la place de la République. Pour de nombreux parents présents sur les lieux, les choses sont de plus en plus complexes. Retourner aux Comores et enlever la possibilité à leurs enfants de poursuivre leur scolarité ou rester à Mayotte et vivre dans des conditions désastreuses. Difficile pour beaucoup de prendre une décision. Chaque jour, de nouvelles familles menacées d'expulsion viennent demander conseil aux associations installées place de la République. Nous étions sur place toute la nuit. Immersion donc dans le quotidien de ces familles. Dans ce sujet signé Shakila Issouf et Leslie Vimné. On est là. Depuis dimanche, je suis là. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Je recevrai les enfants. Elles arrivent à peine à fermer l'œil. Ces mamans veillent toute la nuit pour être sûres que leurs enfants n'aient pas froid. Consciente qu'elle n'est plus la bienvenue, cette femme témoigne sur ce qu'elle vit actuellement. Kawasibita maisha mema de wasilala monsi na godron kalite wasilalia monsi godron trupu seke kalite yo beje tunchoro nirongo maisha ya madiro maorebani wasi makomorelo maorebani man maisha majaya ya madiro na watu wafanya tambuzo de mazamana tukomoroho maana zini pia halezi parolin bila wawota kawasina tana fikira na wasi. Les premières victimes de cette situation restent les enfants. En effet, ces derniers n'ont rien demandé et se retrouvent à vivre dans une situation inhumaine, sans compter qu'ils ne vont plus à l'école depuis près de 2 semaines. J'avais 2 enfants, mais l'un était de nationalité française et l'autre de nationalité comorienne. Celui qui avait la nationalité française, depuis qu'on nous a expulsés à Porowani, j'avais le moyen, je l'ai envoyé à La Réunion. Maintenant, il poursuit ses études à La Réunion. Mais lui qui avait la nationalité comorienne, elle est là, elle est sur place, elle fait que des écoles de la rue. Ce qui m'a poussé à venir ici, c'est Gignal Atoumani, puisque moi je suis arrivé ici depuis le jeudi. Or, on m'a expulsé depuis le 20 mars à Porowani. Ils ont dit qu'ils ont 700 à la place de la République, or on voit qu'il y a 50 personnes. Depuis que je vis là, je dis que j'ai trahi mes compatriotes et je suis arrivé directement depuis le jeudi. Je suis là, ça fait 1 semaine pour moi. ambasela no havina wana waliole koli toambuna mashakade irona wale koli kankeli toambuna mashakade ni wo moja talo funzi hata muhono le koli rino sikitifu ne toambu hiyo wananyasi warifanyayo karaka na toma mba wananyatu watorifanyia shitu uride hiyo
Du côté de la population mahoraise qui a fait le choix de rester français, le ras-le-bol est à son paroxysme et la vague d'expulsion va se poursuivre. De futurs expulsés se rendent ainsi place de la République pour demander conseil aux associations. Walo babo wenusungu asomao lise ya Kahani mojangu somo lise ya Sada wasaya ngo asomao mo college na l'école publique mtujua hata nifanye jeje lera nkondo yetu njia nsofanya jeje. Entre ras-le-bol et désarroi le plus total, la situation se complexifie de jour en jour et cela ne semble pas parti pour s'arranger. Et suite à l'action menée hier par les expulsés de la République, de la place de la République, de nombreuses voix se sont élevées. Celles-ci dénoncent l'instrumentalisation qui est faite de cette affaire par certains adultes. Rappelez-vous, ces enfants qui ont été emmenés hier devant la préfecture et poussés à crier « On est français ». La méthode en a interpellé plus d'un. Ainsi, suite à l'émoi suscité et surtout désireuses de mettre les choses au clair, les associations chargées des familles expulsées ont tenu à s'exprimer sur notre plateau ce matin. Un sujet signé Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Depuis hier, ces images d'enfants invités à crier qu'ils sont français ne cessent de faire réagir la population. Les organisateurs ont donc tenu à se défendre en expliquant qu'il s'agissait là d'une action coup de poing pour faire réagir les autorités. Et le défenseur de la Ligue des droits de l'homme a d'ailleurs souhaité aller plus loin. C'est vraiment fou d'entendre dire qu'un enfant français, même son père n'est pas régularisé par exemple, oui, qu'on dit qu'on sépare les familles, qu'on chasse les parents et on laisse les enfants. À Mayotte, on a un problème de structure, d'insertion et d'éducation des enfants. Et on sépare, et c'est vraiment la mauvaise politique qu'on a fait depuis des années, et qu'on chassait les parents, on laissait les enfants sur le territoire, et que ces enfants-là, ils mendiaient, ils rentraient dans les poubelles, et à un moment donné, ils ont d'autres besoins, et maintenant on vit dans l'insécurité. Donc nous dire qu'on va séparer des enfants de leurs parents, c'est vraiment inadmissible, c'est indigne de la République. Parmi ceux qui ont été très choqués par les images, le président du parti Les Républicains à Mayotte, Mansour Kamardine. Il a d'ailleurs répondu aux propos tenus quelques minutes plus tôt par le représentant de la Ligue des droits de l'homme. Les images que nous avons eues hier sont indignes des organisateurs, des initiateurs, des instigateurs de cette démarche. Prendre des enfants en otage comme ça, c'est indigne. Moi, je voudrais rappeler aux associations qui fourmillent autour de la place de la République. Un enfant français doit vivre, c'est la condition, c'est le droit. Le droit des enfants dit que tout enfant a le droit de vivre auprès de ses parents, mais il n'y a pas de droit pour un enfant français de vivre impérativement en France. Donc si les parents sont en situation irrégulière et si l'enfant est français, les parents en situation irrégulière peuvent partir, rentrer chez eux et amener leur enfant. Et l'enfant, il reste toujours français parce que la nationalité, ce n'est pas lié au lieu de résidence, c'est lié au statut de la personne. Certaines familles ont déjà décidé de rentrer aux Comores de leur plein gré. Il faut dire qu'à en croire les associations, la situation sanitaire ne va pas en s'améliorant. Je tire la sonnette d'alarme parce qu'il s'agit peut-être même de non-assistance à personnes en danger, puisque Médecins du Monde parle de gale, parle de diarrhée de plusieurs enfants qui risquent d'amener à un choléra. Attendez, donc, les médecins du monde ont parlé de gale actuellement sur la place. Il y a des risques enfants, ou alors ils l'ont. Il y a la gale actuellement chez ces enfants. Il y a des diarrhées qui risquent de dégénérer en choléra. Donc je tenais à déplorer ces conditions de ces enfants. Des propos qui ont été rapidement démentis par Médecins du Monde, mais également par la préfecture, qui via un communiqué a tenu à expliquer qu'un poste de secours de la Croix-Rouge a été installé et des toilettes sont à disposition. L'agence régionale de santé a pour sa part été mandatée pour réaliser chaque jour une évaluation sanitaire de ces personnes. Dans ce cadre, aucun cas de choléra, de gale ou autre maladie n'a été signalé à ce jour. Quant à la situation, si de nouvelles expulsions sont d'ores et déjà prévues,
Le retour des personnes expulsées dans leurs lieux d'hébergement initiaux a été acté avec les maires des 17 communes du département. À suivre. Chakila, on vient de voir les images de la place de la République où vous avez passé la nuit dernière. Alors, vous avez entendu pas mal de choses a priori. Ce qui est intéressant dans le travail de journalisme, c'est pas seulement de venir ici sur le plateau et parler de choses qu'on ne sait pas. Avant de parler pour ces familles, avant de parler en leur nom ou spéculer des choses, il faut au moins connaître, les connaître, à savoir à qui on a affaire, être avec eux, voir ce qu'ils vivent. Et je me suis dit tout simplement, en tant que journaliste, on ne peut pas venir ici sur un plateau télé, parler de ces familles en disant oui, ces mamans sont contents de cette situation, ces enfants, certes, il y a de la manipulation, mais ce qui est important là-dedans, c'est pas de parler de ces manipulateurs ni de la politique, c'est de parler de cette situation actuelle, qui est que des enfants qui n'ont rien demandé, qui n'ont même pas demandé à être là, se retrouvent à dormir dans des conditions, même les animaux, je vous dis, même les animaux ne dormiront pas là où ils dorment, tout simplement. Moi, j'ai pas dormi hier soir. J'ai pris le temps. Alors Chakila, ça c'est ce que vous dites là, mais d'autres disent mais ces enfants ils ont des parents, et que font justement les parents pour mettre leurs enfants en dehors, hors de ces conditions qui sont désastreuses, comme vous le dites. Donc certaines familles qui sont là ont quelques parents à côté. Le soir, ils viennent les récupérer. Par exemple, il y a une femme, ça fait même pas quelques semaines qu'elle vient d'accoucher. Elle a un membre de sa famille qui l'a accepté l'héberger parce que ne pouvait pas rester dehors avec un nourrisson. Mais certaines personnes arrivent de temps en temps à se caser, ils vont dormir 1 ou 2 nuits. Certaines familles aussi ont demandé à récupérer aussi leurs frères, leurs sœurs, mais en parlant avec eux un peu plus, avec les mamans, ces femmes qui sont là, elles m'expliquent, mais moi, je vais chez ma sœur elle est mariée, elle a ses enfants, cette situation, ça me plaît pas. Et aussi, il y a le côté où, avec l'association qui est là, avec l'encadrement qu'il y a, où on leur parle de droits, on leur parle d'accès à certains droits de la République, parce qu'ils ont des enfants qui sont nés français, peut-être que normalement, vu qu'on leur a donné des séjours, c'est l'État qui doit se charger d'eux. Donc les parents... On a l'impression que même les familles sont perdues, Chakila, dans cette histoire. Les familles sont perdues, mais moi j'entends par exemple cette mère de famille, plusieurs qui me disaient j'ai envie de rentrer. Ça tenait qu'à moi, je rentre. Je rentre demain. Pourquoi ne le parce font pas que leurs enfants sont à l'école. C'est leurs enfants même, des enfants qui sont au collège, qui leur demandent maman, on rentre pas au Comores. Pourquoi? Il y a une des mamans, elle disait dans le reportage, oui, mais j'ai envie de rentrer, mais si je rentre, mes enfants ils vont finir comme moi. Elle a jamais pu aller à l'école. Et on disait, oui, ces familles, avant d'aller à l'école, il faut qu'ils mangent. Mais je vous jure que dans leurs rêves, ils veulent que leurs enfants puissent réussir là où eux, ils ont échoué. C'est seulement ça. On peut pas, certes, ils sont responsables, ils doivent offrir un toit à leurs enfants et les mettre à l'abri, c'est elles qui sont responsables, et je vous assure que ces femmes elles ne veulent que ça. Vous dites ces femmes, c'est uniquement les mères qui sont concernées. Il y a les mamans, il y a certains papas, mais il y a dans cette foule de familles, il y a plus de femmes que de papas, et les papas ils parlent pas beaucoup. Ils sont là, ils observent, ils veulent pas montrer, ils veulent pas. Est-ce que ces familles ont envisagé une seconde, Chakila, que peut-être n'auraient pas accès à leurs demandes, notamment celle d'être relogées? Je pense qu'ils n'avaient pas réalisé cela avant que hier soir je puisse communiquer avec eux en leur disant mais vous espérez quoi, qu'est-ce que vous attendez? Elles étaient là en croyant peut-être qu'elles avaient un idéal, un espoir que peut-être qu'on va les reloger, ça va être comme ça, on va claquer du doigt et demain elles vont se retrouver dans des maisons. Elles rêvent, elles sont venues pour ça, elles ont pris le risque de venir ici, de mourir en mer parce qu'elles avaient ce rêve, cet idéal, toucher ce rêve du bout des doigts. Et aujourd'hui, bon nombre ont leurs enfants scolarisés, juste le fait de voir leurs enfants prendre leur sac et partir à l'école, c'est suffisant. Mais après, aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles elles sont,
elles savent pas où aller, et sachant que leurs sœurs, leurs frères sont menacés aussi demain de se retrouver à la place de la République, et ben si ça ne tenait que pour elles, elles partiraient, c'est clair et net. Merci beaucoup Shakila pour ces précisions. On continuera d'ailleurs à suivre la situation de ces familles, place de la République, dans les jours à venir. Et le mois de Ramadan arrive à grands pas. Celui-ci débutera ainsi dans un peu plus de 2 semaines. Pour beaucoup, ce mois saint sera synonyme d'apaisement, surtout au vu du climat tendu qui règne en ce moment sur le territoire. Pour d'autres fidèles, en revanche, cette période de jeûne sera vécue comme une véritable épreuve physique. C'est d'ailleurs ce que redoutent de nombreux professionnels de santé, à l'instar de cette diététicienne que nous avons rencontrée. Elle a bien voulu nous en dire davantage sur les comportements à adopter à l'approche du mois saint. Toutes les précisions dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Le mois de Ramadan approche à grands pas et les professionnels de santé sont mobilisés pour prévenir les éventuels problèmes liés au jeûne. À ce titre, Stéphanie Durette, diététicienne libérale et très engagée dans la lutte contre le diabète, donne quelques conseils nutrition à un peu plus de 2 semaines du mois saint. On peut dire qu'en préparation, c'est surtout se déshabituer progressivement des boissons sucrées. D'accord, qu'on a envie de consommer en grosse quantité parce que pendant toute la journée, on n'a pas eu d'apport en sucre. Et du coup, déjà, ces sucres-là, ils doivent être apportés par ce qu'on appelle les sucres de base, c'est-à-dire les bananes, le manioc, le riz, ces aliments donc qui passent progressivement dans le corps. Sauf que quand on a passé toute une journée sans manger, c'est normal, on a envie d'avoir du sucre qui passe très rapidement dans le corps. Et c'est pour ça qu'on a tendance à prendre beaucoup de boissons sucrées pendant la période de Ramadan. Donc déjà, on peut se préparer à diminuer le nombre de boissons sucrées avant le démarrage de cette période, puisque tout est une histoire d'entraînement, et donc de manger des fruits également, qui amènent du sucre, mais qui va se libérer plus progressivement. Manger équilibré est en effet une donnée indispensable pour aborder ce mois de jeûne en grande forme. Autre conseil important, bien respecter les 3 repas par jour avant, mais aussi et surtout pendant tout le mois de Ramadan. Ces 3 repas, c'est vraiment très important de les maintenir pendant cette période de Ramadan. Durant la nuit. Donc à 18h, et puis après, en fonction des habitudes de la personne, de refaire un repas autour de 22h, et puis après, avant la prière du matin, donc entre 3h30 et 4h, reprendre le premier repas qui là devra être encore équilibré, donc avec des sucres de base, une bonne hydratation, donc ça peut être du thé, ça peut être du houbou, ça peut être de l'eau, un jus de fruits pour permettre d'avoir une bonne hydratation, et puis également des fibres, c'est très important. Donc on peut prendre un fruit entier ou des légumes à ce premier repas de la journée. Respecter ces conseils diététiques n'est pas une mince affaire, mais pour prévenir tout problème de santé, il est important de s'y tenir dans la mesure du possible. Avec nous, on le disait tout à l'heure, Antoine Nourdine, qui est membre de l'association Moulta Kanour. Alors on vient de le voir, le Ramadan approche et on le sait, c'est une période de jeûne où pendant plusieurs heures, les fidèles ne mangent pas, ne boivent pas. Et certaines personnes qui sont sujettes à des maladies sont confrontées à certaines problématiques. Comment vous abordez ce mois? Comment dans les mosquées notamment vous parlez à ces personnes? Quel discours vous tenez? Dans un premier temps, on prépare les gens psychologiquement pour accueillir ce mois sacré. Donc, quand je dis psychologiquement, on les rappelle ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et bien sûr, il y a des dérogations, il y a des exceptions pour les gens qui ont des problèmes de santé, bien sûr. Ils peuvent ne pas faire le ramadan, mais en contrepartie, ils doivent donner ce qu'on appelle le moudi. Mais ça, c'est par rapport à l'avis du médecin. Si vraiment le médecin dit que telle personne, son état de santé ne lui permet pas, donc là, à ce moment-là,
il peut délaisser le ramadan, mais il y a une contrepartie qu'il faut attribuer derrière, quoi. Est-ce que des fidèles malades, notamment, sont réticents justement à ne pas faire le ramadan? Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est dit dans le Coran, quand on est malade, il ne faut pas faire le ramadan, sinon c'est pas accepté. D'accord. Voilà, c'est pas pris en considération. Alors on profite également de l'occasion pour vous poser la question par rapport au contexte que l'on connaît actuellement. On a vu sur la place de la République notamment, avec ce qui se passe, ces personnes qui sont expulsées, beaucoup ont parlé de religion. On profite de votre présence sur le plateau pour vous demander un peu votre avis sur ce qui se passe. Comment vous voyez les choses? Mais écoutez, quand on questionne les gens venant des îles Comores, ils ont tendance à nous donner des leçons sur l'islam en disant que ce que nous faisons à Mayotte, c'est pas musulman. Mais la question qui se pose, est-ce que eux, leurs actes, est-ce qu'ils sont autorisés dans l'islam? Venir ici, voler les objets des autres, agresser les gens et faire tout ce qu'ils veulent, est-ce que ça c'est permis dans l'islam? C'est ça la question qu'il faut leur poser encore. Donc s'ils voient les choses que unilatéralement, je pense non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Si on pose l'islam sur table, il faut voir des deux côtés ce qu'ils font, parce que je pense qu'il faut qu'ils comprennent que ce qui arrive maintenant, ce qui les arrive maintenant, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait depuis des années. Donc, des erreurs qui s'accumulent, et maintenant, les Maorais en ont assez. Et de toute façon, tôt ou tard, on s'attendait à ça. Alors justement, avec le ramadan, ces familles qui sont sur la place, est-ce que pour vous, ce sont des choses qui doivent cesser avant le ramadan, ou clairement, quand ça va continuer, est-ce que ça... Enfin, pour vous, comment vous voyez les choses? C'est un peu flou quand même. Mais bien sûr, parce que déjà, ce qui est malheureux, c'est qu'on attend dire qu'il y a quand même des gens qui ont pitié de ces gens-là, qui viennent leur proposer de les accueillir chez eux, mais ces personnes-là, ils refusent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, mais ils refusent. Déjà, s'ils parlent de l'islam, ils n'ont pas à refuser. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez à ces familles alors? C'est de chercher à quitter ces lieux le plus rapidement possible, de ne pas se laisser en plein air et se montrer devant tous les gens qui sont dans la misère. Alors si on regarde bien les choses, ces gens-là, ils ne sont pas dans la misère. Ils ne sont pas du tout dans la misère. Mais franchement, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils attendent de l'État. Mais je pense des solutions, il y en a eu, on a fait des propositions de solutions, mais apparemment, ils les refusent. Alors, dernière question. Pendant le ramadan, on sait que vous êtes une association, au cours de l'année, vous êtes très active. Qu'avez-vous prévu pour le mois de ramadan? Mais comme vous le savez, comme tous les Maorais le savent, nous, l'association Multaka Nour, nous avons des activités durant toute l'année, surtout tous les jeudis comme aujourd'hui, tous les jeudis soirs, nous tenons des majlis à travers les villages du sud. Et ce soir, on est dans le village de Mzouazia. Donc, durant toute l'année, ça le fait. Et nous, on prépare nos élèves, on va dire, quand il y a un événement qui arrive, bien sûr, on les prépare psychologiquement. Donc là, c'est le ramadan qui arrive, donc pendant ces jours qui viennent là, on va parler que du ramadan. Et pendant le ramadan, qu'est-ce que nous faisons? En fait, à la place des majlis, nous organisons des foutars, c'est-à-dire au lieu d'aller faire le majlis un jeudi à quelque part, on organise un grand foutard où on appelle tous les gens à venir manger ensemble comme ça se faisait au temps de nos ancêtres. Merci beaucoup Antoine Nourdine. Vous êtes membre de l'association religieuse Multaka Nour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et direction maintenant le lycée de Petite-Terre où les élèves de la première ES ont réalisé plusieurs ateliers. Ces derniers devaient répondre à la question suivante, comment faire en sorte que tout le monde ait accès à l'eau potable. À travers cette problématique, ces jeunes ont non seulement pu appréhender les enjeux de l'eau potable à Mayotte, mais cela leur a également permis d'en savoir plus sur les techniques de préservation de cet or bleu. Autant d'éléments qu'ils ont retranscrits dans une exposition préparée avec le plus grand soin. Reportage signé Shakila Essouf et Leslie Vimné.
Diaporamas, schémas, films, plusieurs moyens de communication ont été utilisés par les élèves pour donner forme à leur travail de recherche. C'est avec une maîtrise totale du sujet que ces élèves de première économique et sociale nous évoquent leur exposition. Les enjeux de la Mayotte, c'est de protéger les ressources, c'est d'assurer la bonne qualité des eaux. Les pré-traitements, la clarification des eaux et les affinages. Devenus de véritables scientifiques, c'est devant des camarades de la classe ébahie qu'ils ont présenté leur travail, de quoi devenir de véritables ambassadeurs pour le non-gaspillage de l'eau. Moi, je présente éventuellement l'accès à l'eau potable avec quelques schémas ici qui représentent la protection et l'exploitation de l'eau en souterraine et en surface. L'eau souterraine est l'eau qui va être stockée grâce aux pluies et aux rivières. Cette eau va être emmenée sous la nappe phréatique. Auteur de véritables scénarios, la jeune Anaïs a su capter l'intérêt de ses camarades sur l'importance de ne pas laisser l'eau du robinet couler pour rien. Alisa a elle aussi exposé les problématiques liées au gaspillage de l'eau potable. Nous avons changé de sujet par rapport à avant. Avant, par exemple, nous gaspillions plus d'eau et par rapport à cet exposé, nous avons appris que si nous laissions l'eau ouverte ou qu'on voyait des petites gouttes, on se disait que ça ne faisait rien. Mais en fait, ça gaspillait beaucoup de litres par an et la facture allait être élevée. La plupart des personnes qui ont vu notre vidéo nous ont dit « Ah, mais tu gaspilles l'eau, tout ça ». Donc oui, c'est le but c'est ce qu'on recherchait à faire comprendre aux gens qu'il faut arrêter de gaspiller l'eau parce que l'eau est importante et qu'il y a encore pas mal de monde pas mal de personnes dans le monde qui ont besoin d'eau. Par la suite, les élèves ont expliqué leurs expériences de filtration et de décantation de l'eau réalisées avec succès et filmées par l'un des groupes de la classe. Nous avons pris un bécher dans lequel nous avons placé un bol au milieu. Nous l'avons mis au soleil pendant 5 jours. Et autour, nous avons mis du papier film, excusez-moi. Et le soleil a joué un rôle qui a fait remonter par goutte d'eau. Et l'eau n'est pas partie, mais par goutte d'eau, elle est descendue dans le deuxième bécher qui était au milieu. Et nous avons eu de l'eau propre. Sur une petite île comme Mayotte, l'eau représente une denrée rare qu'il convient de chouchouter, même si l'or bleu possède désormais des ambassadeurs de premier choix. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 26 mai. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. L'association Ama Ahmed Comores Réunion, la CIMAD Réunion, la Ligue de l'enseignement ou encore la Ligue des droits de l'homme Réunion ont vivement réagi face à la situation des expulsés à Mayotte. Par le biais d'un communiqué, les organisations signataires, je cite, dénoncent avec force les expulsions forcées visant sans distinction des étrangers d'origine comorienne. De telles pratiques sont totalement incompatibles avec les valeurs et règles de la République qui n'existent pleinement que dans le respect des libertés, de l'égalité et de l'universalité des droits. La Réunion est particulièrement concernée au titre de la solidarité indienne-océanique et à raison des menaces que la poursuite de ces violences ferait peser sur la cohésion sociale réunionnaise. Face à l'urgence et afin de mettre un terme rapide à ces exactions insoutenables, les organisations signataires représentatives de la société civile réunionnaise entendent agir de concert en vue d'obtenir des mesures immédiates. Fin de citation. Un rassemblement sur le parvis des droits de l'homme à Saint-Pierre devrait ainsi se tenir ce samedi 28 mai à 11h. Le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte a vu la Chambre régionale des comptes émettre un avis positif concernant le budget primitif 2016. Évalué à 85,7 millions d'euros, l'équilibre a été obtenu grâce notamment au contrat de plan État-région 2015-2020 et aux fonds européens. Si l'on y ajoute un nombre croissant d'usagers en 2016, l'époque où le syndicat était sous tutelle semble désormais bel et bien révolue. Ainsi, le budget primitif prévoit une recette de 3 300 000 euros en 2016 contre 1 700 000 l'année passée. A noter que le président du syndicat, Moussa Mouhamadi Bavi, loin d'être innocent dans cette bonne tenue des comptes, sera sur notre plateau demain matin lors de la matinale de Kouézi. N'ayant pas trouvé d'accord avec le club, c'est une page qui se tourne avec le Nîmes Olympique. Tels sont les propos tenus sur son compte Instagram
par le footballeur professionnel Touafilou Maoulida. En fin de contrat avec son club, l'attaquant mahorais, aujourd'hui âgé de 36 ans, vient d'annoncer son départ des Crocodiles. Il a ajouté ces quelques mots: « Je tenais à remercier grandement tous les supporters nîmois qui m'ont toujours soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments. Vous resterez à jamais gravés dans mon cœur. C'était une fierté d'avoir été capitaine de l'équipe, mais surtout d'avoir porté et mouillé le maillot des Crocos. J'ai relevé mon défi, je peux partir la tête haute en ayant contribué au maintien du Nîmes Olympique en Ligue 2 lors de ces 2 dernières saisons très difficiles. Bonne continuation au staff ainsi qu'à mes ex-coéquipiers. En route maintenant vers un nouveau défi. » Et enfin, l'école maternelle de Doujani a organisé ce matin leur premier carnaval autour du thème de l'environnement. En effet, dans le cadre de la COP21 et donc dans la problématique du réchauffement climatique, les enfants ont travaillé sur l'environnement et le tri sélectif. Lors du défilé dans les rues de Doujani, les enfants étaient accompagnés par la police municipale afin d'assurer leur sécurité. Un projet soutenu par le service culturel de la ville de Mamoudzou. Les précisions avec Adèle Laurent. Festif et pédagogique, ce carnaval centré sur le thème de l'environnement et du tri sélectif a commencé ce matin par un défilé des élèves dans les rues de Doujani avant de se terminer dans la cour de l'école par des animations culturelles. Une matinée pour valoriser le travail des élèves et la date n'a pas été choisie au hasard, comme nous l'explique le directeur de l'école maternelle. Nous avons fait cet événement aujourd'hui déjà parce qu'on est proche du Ramadan et on ne peut pas défiler avec le Ramadan. Non seulement ça, mais on a parcouru presque une année scolaire. Il fallait quand même qu'on donne à ces enfants l'opportunité de s'exprimer et de montrer la joie et le travail qu'ils ont fourni pendant tout ce temps. C'est surtout un moyen de communiquer sur les valeurs environnementales, de sensibiliser les enfants et que les enfants, à partir d'eux, les parents doivent être aussi sensibles à la protection de l'environnement qui est très important pour tout le monde. Une éducation à l'environnement dès la maternelle. Cette action est soutenue par le service culturel de la ville et l'adjointe au maire chargée des affaires scolaires et éducatives a tenu à être présente afin de soutenir ce premier carnaval. Cette action est menée dans le cadre de la COP21 du réchauffement planétaire. C'est très important de le communiquer aux enfants parce que ce sont les enfants qui représentent l'avenir et c'est par l'éducation que passe vraiment le meilleur moyen de préserver la nature et l'environnement dans la suite. Donc ça reste un événement festif peut-être, mais il a un objectif important, c'est le tri sélectif, le respect de l'environnement où ils vivent. Sensibiliser les enfants à l'importance de protéger la nature, les professeurs ont mené un travail en amont avec les élèves qui ont ensuite confectionné eux-mêmes leurs costumes à partir de matériaux recyclables. Métal, plastique, biodégradable, chaque classe est partie d'un thème pour créer son costume. Pour nous, on a travaillé sur le métal. Donc on a récupéré avec les enfants des canettes. Donc c'est les enfants eux-mêmes qui ont rapporté les canettes. Et ensuite, on a travaillé avec ça et on a fabriqué des costumes en retravaillant les canettes pour leur expliquer qu'on peut réutiliser certains matériaux, qu'on ne doit pas les jeter dans la nature comme ça. Donc ça a permis aux enfants de récupérer les canettes et de savoir que c'est un métal qui s'appelle l'aluminium. Les enfants, tout au long du projet, ils étaient vraiment enthousiastes et jusqu'à aujourd'hui, ils étaient content d'avoir un costume, de porter un costume, de pouvoir défiler et le montrer aux autres. Ouverte depuis 1993, c'est la première fois que l'école de Doujani organise un carnaval des enfants de cette ampleur. Costumes, chants, décors, les enfants ont mis la main à la pâte pour que cette manifestation soit un succès. Manifestation qui a vocation à se pérenniser pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur notre site l'infopoésie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez les invités du temps de parole qui sont membres du collectif de soutien aux délogés de Mayotte. Ils répondaient ce matin aux questions de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale. À 7h, il sera en compagnie de Jamel Mekaoui avec qui il sera question des chiffres de l'INSEE sur la création d'entreprises. À 7h30 sera également en compagnie de Bavi Mohamed Mamadi qui est président du SIAM, le syndicat des eaux ici à Mayotte. Et enfin à 8h, il accueillera Nicolas Fraisse, vice-président du tennis club du Coropa. Bonne soirée à vous sur KTV.